Ouais. Et on dit toute la même chose. Ouais. On se connaît. C'est ce moment absolument exceptionnel. Quoi. La parenthèse enchantée, ouais, c'est une expression d'ailleurs connue hein, de mai 68. Nous étions épuisés de bonheur. Il y a la suspension du temps, de la vie ordinaire, tu vois, quelque chose de magique, oui, tout à fait. De féerique. Et hier, le type, l'ouvrier, là, il disait, voilà, dans l'émission, sur France Inter, il disait ça, même on parlait au contremaître, qu'on n'avait jamais parlé au contremaître avant. Ouais. Il y a eu un moment de vie comme on voudrait que la vie soit tout le temps, tu vois, de rapport humain. Pourvu que ça dure, quoi, et en fait... De rapport humain entre les êtres humains. De redécouverte. De fraternité, de tendresse, de douceur. Alors, ce que dit Alain Crévin, c'est que dans tout moment révolutionnaire, ça se produit. Oui, mais jusque... dans ma vie, je l'ai rencontré une fois et je suis très contente. Il y en a, la génération d'après, l'a pas rencontré. Très peu. Bien sûr que Crévin, il l'a redit, il y a à chaque fois, il dit, alors en citant Trotsky, qui dit qu'à chaque fois que... Mais, sauf que voilà, ça arrive une fois tous les... Et de ça, tu gardes une nostalgie éternelle, parce que tu rencontres... C'est pour ça que je Et tu refiles la nostalgie aux jeunes, en plus, qui sont là, en disant « Ah, tu pourras jamais... » du coup de foot, c'est le même émerveillé. Le monde est merveilleux, comme quand tu es amoureux. Sur un nuage. Quand tu es amoureux, il y a un truc qui fait que tu regardes la vie autrement, tout devient fabuleux, quoi. Je veux dire, même si l'amour peut être aussi une souffrance, d'ailleurs c'était une sorte d'ivresse, une sorte... Il y a un truc d'émerveillement du monde, quoi. Ouais. Alors, Martine, on est en direct. Salut les amis, on commence à peine. Salut Liane, salut Asma. Voilà, on est en direct, on va commencer avec Martine Storti qui est avec moi. Oui, mets-toi à l'aise Martine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire un petit direct d'1h15 pour parler... de cette chose maintenant dont on nous rebat les oreilles, mai 68, mais évidemment avec des angles un peu nouveaux, ouverts sur l'avenir, avec aussi des ouvrages, donc le tien Martine, 32 jours de mai que j'ai lu, je me suis régalé, on va en parler bien sûr. C'est sorti quand ça exactement? Ça fait un petit moment, en 2006. 2006. C'est ton combientième de livre, si je peux me permettre de parler comme ça? Celui-là, c'est le troisième. Troisième. Ma mémoire est exacte. Les deux autres, tu peux nous expliquer juste pourquoi le troisième, qu'est-ce qu'il y a eu avant, l'écriture c'est quoi, pourquoi avoir eu besoin d'écriture juste en... alors ça, c'est un grand mystère. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas écrire telle chose. Alors j'ai commencé par écrire une sorte, en 95, d'autobiographie politique, où d'ailleurs il était aussi question de mai 68, puisque ça reste un moment important dans ma trajectoire. Et ensuite, le deuxième livre était tout à fait différent, puisqu'il racontait le Kosovo au moment de la guerre du Kosovo, donc en 1999, parce que je suis allée beaucoup au Kosovo à ce moment-là, juste après, pour... non seulement voir ce qui se passait au Kosovo, mais aussi contribuer à la reconstruction d'écoles dans un pays où Qu'est-ce qui t'amenait là-bas? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? L'humanitaire, le scandale. Oui, c'est-à-dire que je me souviens très bien, au printemps 90, il y avait eu déjà avant pas mal de guerres dans l'ex-Yougoslavie. Ouais. Faut partager mes amis pendant ce temps, partager à fond. Au printemps 99, quand je voyais à la télévision au Kosovo tous ces gens qui sur la route fuyaient les bombardements, à la fois les bombardements serbes et les bombardements de l'OTAN, ça t'a rempli de désespoir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. Et alors je suis d'abord partie dans les camps de réfugiés kosovars en Albanie. Ouais. Et à ce moment-là, on disait la guerre du Kosovo, ça va être le conflit palestinien, ça va durer des années. Et c'est pas vrai, puisque en juillet, la guerre, la Serbie a capitulé, pour le dire comme ça, et la guerre s'est arrêtée. Et donc à ce moment-là, je suis allée au Kosovo même. Je suis rentrée quasiment avec les réfugiés, qui sont très vite revenus dans leur pays. Et j'ai participé, j'ai impulsé, j'ai créé, avec des financements surtout de collectivités locales, des reconstructions d'écoles, de lycées dans beaucoup d'endroits. Donc super engagé. Et ça c'est le troisième livre, donc, 32 jours de mai. J'ai écrit Cahier du Kosovo, l'urgence de l'école.
Et puis celui-là, parce que ça qui te n'est pas du hantait, tout lié à ça un te anniversaire, hantait. puisque je ne l'ai pas écrit ni en 2008, ni en 98. Ouais. Non, j'étais entre les deux. Parce que, ben, je ne sais pas, ça a correspondu à une nécessité de dire un certain nombre de choses sur mai 68, et pas seulement sur mai et sur l'après-mai. D'accord. Et sur l'évolution de cette génération. Je dis d'accord, mais je l'ai lu, donc je vois très bien. Alors, il y a une touche assez sombre quand même. On sent que ce qui arrive après te déplaît fortement. On sent que cette parenthèse enchantée finit dans un truc, on ne peut pas dire la fin, mais enfin un truc de... les années sombres sont devant nous aussi, même si on a envie de réitérer l'exploit. Et c'est un peu la critique que je peux faire à tous ceux qui ont vécu mai 68. Je pense qu'il faut marquer un peu le coup là. C'est-à-dire que nous, on a hérité, nous nés après mai 68, moi je suis né en 73, on a hérité de votre enchantement inatteignable. J'appelais ça le futur, le meilleur antérieur, tu vois, le meilleur antérieur. De toute façon, Vincent, tu pourras pas jouir autant que nous. On a tout joui pour toi, tout pensé pour toi, tout repensé. Tu ne pourras pas être à la hauteur de ça. Toi, en plus, tu auras le sida, le chômage et tout ça. Et donc, on a une sorte d'héritage impossible. Fondé sur la jouissance des pères et des mères et de ceux qui ont vécu leur jeunesse comme nous, on n'aurait pas pu la vivre. Et puis avec tout le monde horrible que cette génération nous a donné, une télévision débilitante, une société de consommation en pleine expansion sans véritablement de grande résistance, une vision totalement, je dirais, centrée sur une jouissance, détournée notamment par les hommes qui ont fait mai 68, centrée sur la sexualité, la jouissance, l'extase. Bref, on a hérité d'un truc à la fois inatteignable dans sa quintessence et à la fois lourdingue, quoi. Lourdingue. Donc, évidemment, toi, ton livre s'inscrit pas là-dessus. C'est pour ça que tu es ici, d'ailleurs, parce que ton livre d'abord, c'est 3 récits qui se croisent. Le récit très circonstancié, et là, on sent la journaliste que tu as été. Hein, tu as été journaliste, c'est ça, à Libération et d'autres magazines. Donc, on sent vraiment des faits. On est au cœur de l'événement. Ça, c'est assez amusant et assez palpitant. Un récit, alors là, d'un autre temps, même si ça se passe en mai, c'est une autre époque. Un philosophe qui rencontre sa Dulcinée, et Nietzsche et Lou Andrea Salomé. Tu vas nous dire pourquoi ça t'est venu. Et puis on a quoi d'autre ? On a aussi la troisième. Tout ça dans une sorte d'enchantement qui sent le désenchantement toujours. Qu'est-ce que t'as à dire à ça ? Parce que le troisième récit, je l'ai pas fini. Juste c'est l'après-mai, quoi, quelque part. Ça annonce des années sombres. Alors, quand on parle de mai, en fait, mai, c'est toute la décennie 70. Oui. C'est-à-dire que tu peux leur parler directement. Mais ça n'arrête pas. Salut les amis, vous partagez partout, plusieurs fois, pendant qu'on est en train de discuter, on prend les questions juste après. Mais ça n'arrête pas en juin 68 ou en juillet 68. Il y a comme ça 10 ans de... Bon, moi j'entends ce que tu dis sur le procès entre guillemets que tu fais à ma génération, mais je crois qu'il ne faut pas globaliser. Enfin, c'est un bilan négatif si j'ai bien. Non, c'est un bilan pas tellement généreux pour la jeunesse, si ce n'est effectivement un dialogue ouvert sur les émotions. Les 68 heures, pour le dire comme ça, moi j'assume complètement et je revendique même cette appellation. Ouais. Il ne faut pas les globaliser. Je veux dire qu'il y a eu, de même que mai était pluriel, ce qui s'est passé dans les années 80 et les années 90, pour cette génération, est très pluriel. Et on a fait que mai s'incarne dans quelques figures d'abord plutôt masculines et dans quelques figures qui sont restées, qui ont été présentées comme emblématiques de mai. Alors que mai, c'est des milliers, c'est des... Non, mais tu peux pas diluer dans une sorte de relativisme en disant mais c'est chacun... Il y a quand même des grandes tendances, tu vois, de mai. La libération de la parole, c'est vraiment un truc... l'idée des alternatives, l'idée que les hiérarchies, l'anti-autoritarisme... Non, mais attends, je réponds à ce que tu as dit. Non, mais tu dis je généralise... quelque chose un peu négatif sur... Non, c'est sur l'héritage. L'héritage de mai, il est pluriel. C'est-à-dire parce que mai lui-même était pluriel. C'est-à-dire quand on dit mai, mai par exemple, c'est pas vrai que mai c'est seulement que mai et mai 68. J'insiste toujours sur mai et juin parce que ça s'est pas arrêté le 30 mai. Hein. Il a fallu beaucoup de semaines avant que les gens acceptent de retourner à la vie d'avant, et rentrer dans les usines.
Donc, mais c'est quelque chose de pluriel. C'est vrai que c'est jouir sans entrave et c'est interdit d'interdire, mais c'est pas que ça. Mais c'est une très grande grève ouvrière. Mais c'est une façon d'avoir des rapports avec les autres personnes tout à fait humaine, c'est-à-dire loin, pas la jungle, pas la rivalité, pas la haine, pas le profit, pas etc. Donc qu'ensuite, ça a donné lieu à un certain nombre de choses. Le féminisme n'était pas du tout présent en mai 68, mais deux ans plus tard, il y avait le MLF. Ouais. On peut dire que l'écologie n'était pas du tout présente en 68, mais il y a eu aussi un développement. Donc il ne faut pas le réduire. Il y a eu en 50 ans, à chaque anniversaire, et à partir de 78, et porté essentiellement par Régis Debray, on a commencé à dire, voilà, mais c'est l'américanisation de la France, c'est l'entrée dans le libéralisme. Ah, tu vois Régis Debray comme celui qui a commencé à enterrer May ? Bien sûr. Pourquoi ? Raconte-nous ça. Parce qu'en 78, quand il sort... Parce qu'il y a du Alain Renaud, il y a du Luc Ferry... Non, mais c'est plus tard. Ah, oui. C'est plus tard. Oui, t'as raison. L'anti-pensée mai 68, Ferry-Renaud, c'est plus tard. Ouais, en 78... Debray sort un texte ou un bouquin sur les cérémonies du 10e anniversaire où il dit ça. D'accord. Il dit mai 68, c'est l'entrée dans l'américanisation de la France et dans le néolibéralisme. What the fuck. Une partie de 68 heures ont en effet cautionné ça, mais pas tous. Tu vois, la pluralité de ce qu'était Metz a continué après, mais sauf que ceux qui disaient autre chose n'étaient pas regardés, n'étaient pas visibles, on leur donnait pas la parole. Toi, Martine, oui, je comprends. Mais je comprends que la génération d'après nous trouve un peu pesant. Non, d'ailleurs, pas on est pesant, toujours là, et 50. Cette célébration de mai 68 tous les 10 ans était en effet absolument insupportable. Alors, j'ai parlé de ton livre. Moi, j'en parle parce que tu m'as invité, mais je suis pas obligée. Non, si on en parle parce que c'est passionnant, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on réfléchisse sur aussi le monde d'aujourd'hui à travers le prisme de May. Je pense que May a été porteur, et beaucoup s'accordent à ça, en tout cas les esprits un peu progressistes, d'anticipation sociale et d'expérimentation. Il y a eu effectivement dans l'événement May un goût pour la philosophie comme je l'aime, c'est-à-dire qui peut aller descendre dans la rue, qui remet en question les institutions, les choses établies, qui questionne l'inquestionné, la famille, qui cherche une vision systémique, et ça c'est quand même le signe même de la philosophie, des liens entre l'éducation, entre la société de consommation qui s'érige, voilà, donc le travail. Qu'est-ce que toi t'as vécu comme anecdote, et après on prend les questions, dans mai 68, parce que t'étais où en mai 68 et quels sont les 2-3 souvenirs qui brillent comme des phares dans la nuit quand tu penses à cette période? Alors, moi, personnellement, j'étais étudiante en philo à Sorbonne. Voilà, on ne disait pas Paris avec des chiffres, on disait des lieux, c'était beaucoup Sorbonne. plus joli. Alors, tu parles des cafés à la Sorbonne qui existent encore, l'écolier. L'écolier, l'écritoire. Malheureusement, la librairie Maspero, en bas de la boulevard Saint-Michel, n'existe plus. Il y a plein de Maspero qui a fait toute une génération de futurs intellectuels. Qui était un lieu les éditions Maspero. Il y avait aussi Clarté qui était place Paul Palvé, qui était l'organe de l'UEC. Dis-nous, toi. Elle est comment, Martine Martine étudiante. Moi, je veux imaginer Martine étudiante. Voilà. Elle porte des jeans ou pas? Non. Oui, tout à fait. Oui, on était habillés en 68 comme je suis habillée aujourd'hui. Je veux dire, de ce point de vue-là, ça n'a pas énormément changé. Ouais. Mais, donc, je suis étudiante en philo. Pourquoi en philo? Qu'est-ce que tu fais en philo? Tu veux faire quoi plus tard? Pourquoi la philo? Moi, je suis fille d'ouvrier, et donc pour faire des études supérieures, j'ai passé les IPES. À l'époque, il y avait ce concours, les IPES. C'est-à-dire qu'on signait un contrat avec l'État pour devenir prof, et du coup, on était payé. Mais il fallait après être prof pendant 10 ans. Et moi, j'ai passé ce concours, j'ai réussi, et donc, pour pas que mes études pèsent sur mon père qui travaillait 11 heures par jour dans une usine, j'ai donc ouvrier dans quoi? Quelle industrie? Je vais en parler, mais juste pour répondre. Donc je suis étudiante en philo, je suis gauchiste au sens, j'appartiens à ce moment-là, je n'appartiens plus à aucune obédience, mais je revendique tout à fait cette appellation néo-léniniste, pas néo-maoïste, pas... J'ai été un petit moment, quand je suis rentrée en classe prépa au lycée Fénelon, j'ai été un an, j'ai été un moment trotskiste, mais en 68, justement, j'en ai soupé de la ligne juste et des organisations, et donc j'ai décidé que j'appartenais à rien, mais je suis de cette mouvance-là, en effet,
qui rentrait en politique, au fond, dans une hostilité au stalinisme. Je veux dire, je n'ai pas du tout mythifié l'Union soviétique, mais je ne mythifie pas non plus, contrairement à certains de mon époque, la Chine et Mao et la révolution culturelle. Au contraire, je trouve ça assez effrayant, même si à l'époque, on n'était pas au courant de tout ce qu'on a appris ensuite. Et donc, quand arrive mai, je vais tout naturellement, toutes les assemblées générales de philo, etc. Et je deviens, comme je prends la parole dans les AG, je suis, pendant tout le mois de mai et le mois de juin, membre du comité de grève des étudiants de philosophie. Et donc, les scènes de mai, c'est les AG à la Sorbonne et à Censier, c'est les manifs, c'est toutes les discussions, c'est... comment on parle aux gens dans la rue, à des gens qu'on ne connaît pas, c'est faire du stop parce que ça marche, parce qu'il n'y a plus de transport en commun, mais les gens vous prennent dans les voitures. Tout. Voilà, c'est ça, mais c'est-à-dire que c'est une... Mais deuxièmement, pour moi, mais c'est mon père, qui est donc ouvrier, fraiseur-outilleur dans une usine à Colombes, qui n'a jamais fait grève de sa vie, qui n'a jamais rebellé contre le patron, qui travaille 11 heures par jour, 6 jours par semaine dans une usine. Pourquoi autant d'heures? Parce qu'à l'époque, certes, il y avait les 40 heures officielles, mais pour gagner correctement sa vie, c'était les heures supplémentaires qui permettaient de gagner correctement sa vie. C'est-à-dire grâce aux heures supplémentaires, qui étaient mieux payées, ma mère était à la maison, ne travaillait pas à l'extérieur, et donc pour avoir de quoi élever ses 2 filles et sa famille, nourrir sa famille, il fallait travailler beaucoup. Et donc mon papa, qui n'avait jamais fait grève, alors c'était un immigré italien qui est arrivé en France au début des années 30, pour la première fois de sa vie, dans cette usine, il n'y avait jamais eu de grève parce qu'il n'y avait jamais eu de syndicat. Son prénom? Mon père s'appelait Domenico. Et donc il fait grève. Et tous les ouvriers font grève et occupent leur usine. C'est grève avec occupation d'usine. Alors ça ne s'est pas décidé le 3 mai, au moment où les étudiants ont commencé à faire les manifs. Mais après le 13 mai, quand il y a eu l'enfilade des grèves, parce qu'après le 13 mai, c'est-à-dire après la grande manif du 13 mai qui avait eu lieu en solidarité avec la lutte contre la répression policière, comme on disait à l'époque, de fil en aiguille, le 14, le 15, le 16, le 17, on apprend que d'usine en usine, d'établissement scolaire en établissement scolaire, de petit atelier en petit atelier, la grève se développe. Jusqu'à Renault, quand la forteresse ouvrière, comme on disait à ce moment-là, se met en grève. Et l'usine de Colombes, donc où il était ouvrier, fraiseur-outilleur, les ouvriers, il devait y avoir que 50 ouvriers, se mettent en grève et occupent l'usine. Ce qui ne s'était jamais passé. Il y a plein de petites usines où ça s'est passé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et mon père est resté en grève très longtemps, puisque après ce qu'on a appelé les accords de Grenelle, là, quand il y a eu l'accord après les discussions entre les syndicats et Pompidou, le patron en question ne voulait pas appliquer les 10 accords, et donc ils sont restés en grève jusqu'à la mi-juin, comme beaucoup d'usines. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est ça, mais aussi c'est des gens qui n'avaient jamais levé le petit doigt et qui s'emparent de leur vie et qui se mettent à parler entre eux, à discuter, à dire mais pourquoi on vit comme ça, pourquoi on doit travailler 11 heures par jour. Voilà, moi, ce qui m'a... Je comprends, c'est cette atmosphère, non, juste pour décrire oui, c'est intéressant. Alors, tu décris des choses qui sont raccord avec tout ce qu'on dit depuis 50 ans. Hein, je veux dire... non mais je dis pas que c'est pas original ton livre, mais ce que tu dis là maintenant, tout le monde le dit depuis 50 ans. Mais les gens se parlaient, mais on remettait tout en question. Là. Moi j'ai l'impression que ceux qui ont vécu mai ne peuvent pas hériter de mai. Moi j'ai l'impression tout autre. Moi j'ai l'impression que mai 68 finit vraiment en juin et qu'il ne continue pas. J'ai pas l'impression, moi j'ai écrit aussi un livre qui ressort d'ailleurs, Vivre au printemps. Il ressort bientôt, mes amis. Et dans ce livre, je montre que en fait, vous avez tellement de nez dans le guidon dans cet événement que vous ne pouvez pas le comprendre. Et que c'est à ma génération qu'incombe le devoir vraiment de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on peut hériter. Je ne crois pas du tout que ce soit les grèves, même si c'est très important, et je comprends dans la vie de ton père et dans la vie même des ouvriers que ça a amélioré les choses, etc. Mais j'ai l'impression que tout ce qui est grève et tout ce qui est façon de manifester classique selon les organisations de gauche, j'ai pas l'impression que c'est là où se joue la spécificité du mai français en l'occurrence. J'ai l'impression que c'est plutôt dans une audace collective
de pouvoir défier... C'était audacieux de faire grève quand on a oui, jamais fait grève. Attends, je finis. C'était dans une audace collective de pouvoir défier l'autorité par une attitude. Oui, bien sûr, la grève. Mais la grève n'est qu'une conséquence parmi d'autres de ce phénomène nouveau que moi j'appelle le clash. Bon, c'est un anachronisme. Le clash, pas au sens télé-réalité, le clash au sens de deux cymbales qui cognent l'une contre l'autre. C'est-à-dire que je vais clasher quelqu'un en clashant moi-même. Je vais essayer de mettre à nu l'autre dans ce qu'il est vraiment, dans son authenticité, indépendamment des uniformes, indépendamment du pouvoir qu'il peut représenter. Mais du coup, en le clashant, je me clash aussi moi-même. Et donc, j'apprends sur moi-même. Et j'accepte aussi qu'il y ait une répartie. Alors, le clash le plus visible, le plus violent, c'est le pavé dans la tête du CRS. Là, pour le coup, il y a le coup de la matraque sur la tête de l'étudiant. Donc là, on est dans le clash bestial. Mais il y a un clash philosophique. Quand on lit les tracts, ce que j'ai fait un travail d'historien pour mon livre, où j'ai lu les tracts, j'ai lu tout ce qui se disait sur les murs, j'ai essayé de classer les slogans en termes d'aphorismes philosophiques. Ce qui se dégage de tout ça, c'est pas simplement un anti-autoritarisme, des rêves, l'imagination au pouvoir, etc. C'est vraiment cette notion de questionner la légitimité de l'autorité, ce que j'appelle le clash. Et questionner, c'est pas simplement dans un défi intellectuel, je questionne pas simplement parce que je porte mon regard et ma plume dans la chose, c'est aussi une question de corps, c'est aussi une question d'attitude, c'est aussi un regard. Le regard de Cohn-Bendit face au policier, ce regard de défi, d'ironie, qui juste en un seul regard lui enlève l'uniforme, le regarde à poil et dit d'où tu tires ton autorité et ta légitimité. Et mai 68 est étayé quand on le regarde avec cet angle d'une sorte d'entraînement au clash de toute une génération qui après se perd après mai. Je crois vraiment que ça se perd dans une dépression et surtout ce qui perd mai 68 selon moi, c'est la vague psy. C'est-à-dire, c'est le fourvoiement psy, tout le monde chez son psychanalyste, le lacanisme qui triomphe, qui est l'anti-mai 68 pour moi, et tous les gourous, les normaliens, les machins, se retrouvent à faire psychanalyste, à se tripoter le nombril, au lieu de refaire le monde et changer la vie. On passe de Rimbaud à Freud, et on tombe dans des décennies entières de psychologisation, de narcissisme, de culture du narcissisme. Et ça, pour moi, c'est pas mai 68. Pour moi, c'est même pas une trahison. Ce qui s'est passé en mai 68, cette culture du clash dont nous pouvons hériter, n'a plus lieu tellement après. Mais je pense que t'es pas d'accord. Ben, c'est pas que je suis pas d'accord. Non, mais c'est histoire de poser deux positions. Ça, encore une fois, tu as raison, mais ça concerne pas tout le monde. Ah oui, mais c'est... Tu as raison, mais ça, c'est mais pas... alors, il y a de tout. Mais non, alors, parce mai que 68... quand tu dis, il n'y a plus rien après, excuse-moi, mais dans le clash dont tu parles, quand en rupture avec les organisations gauchistes, les filles des organisations gauchistes qui ont 20 ans et quelques comme moi, vont aller faire le MLF, à partir dans les années 70... alors là, il y a quelque chose d'une rupture absolue qui se passe. Et l'insolence dont tu parles, les slogans du mouvement de libération des femmes sont absolument dans cette logique-là, dans cette lignée-là. Et la rupture avec une femme, c'est comme ça doit être ça, un garçon, ça doit être ça, les enfermements dans les stéréotypes. Tout ça se développe absolument dans les années 70. Alors qu'il y ait de la psychanalyse aussi, y compris d'ailleurs dans le MLF avec certains groupes, bien sûr, mais tu peux pas D'accord, je comprends ce que tu dis. Sous une forme unique. Moi, je suis pas allée m'allonger sur le divan d'un ou d'une psychanalyste. Il y en a plein qui sont pas. Il faut pas non plus, faut pas sous-estimer, mépriser. Quand tu dis la grève, c'est un truc traditionnel. C'était une grève particulière, justement. Parce que quand tu fais une grève avec occupation pendant des semaines et des semaines, ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, en effet, il y a quelque chose de complètement nouveau qui se passe. C'est pas juste une revendication corporate. Que ce soit les étudiants, que ce soit les employés, que ce soit les ouvriers, que ce soit même les gens qui étaient contre. Même les gens qui étaient contre, ou même les gens qui se disaient mais qu'est-ce que ça va donner tout ça, de toute façon ont vécu à ce moment-là quelque chose d'autre que la vie ordinaire, si tu veux. On va prendre des questions, Martine. Et ça... ouais, on continue. Même si ça n'a pas... si en effet, cet enchantement-là n'a pas duré, n'a pas été revécu après, ça reste quand même... quelque chose de tout à fait inouï. Alors, on prend quelques remarques. Alors, il y en a une qui est au vitriol, c'est Pascalou qui la pose. Donc, l'après-mai 68, c'est la merde mondialiste, le féminisme créé par des vieux rêveurs égoïstes qui vivent sur une bonne retraite. Voilà, boum.
Attends, en 70, on n'était pas retraité quand même. Non, mais voilà, c'est le côté après. Voilà, à quoi ça sert tout ça pour ceux qui suivent, même s'il le dit avec un truc un peu... Marie-France qui dit Martine et Vincent. Oui, mais est-ce que je peux répondre Bien sûr. À quoi ça sert ça pour tu peux, là, tu peux lui parler directement, il te regarde. Les yeux dans les yeux. Bonjour. Mais pour celles qui suivent, c'est tout à fait important ce qui s'est passé. Je suis désolée de le dire comme ça, parce que les femmes qui, avant 74, avortaient dans des conditions absolument épouvantables, c'est-à-dire nos mères, et même nous-mêmes qui sommes arrivés à la vie sexuelle sans pilule, sans contraception, avec des avortements dans des conditions terribles, ce qui s'est passé en années 70 a changé considérablement leur vie. Et on ne peut pas dire que c'est rien. Et on ne peut pas dire que c'était juste pour avoir une retraite confortable. Et d'ailleurs, je signale quand même que tous les gens qui ont... Certes, nous sommes septuagénaires pour la plupart d'entre nous. Moi, je reconnais avoir une retraite tout à fait confortable, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et tous les gens qui étaient ouvriers et qui sont restés ouvriers et qui sont maintenant à la retraite ne sont pas tous avec des retraites absolument magnifiques. Christophe, ils ont ouvert la voie, VOIE ou VOIX. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. C'est une construction et une responsabilité collective. Pascalou revient à la tac, non, il a juste balancé ça. Luna, mai 68, a attaqué l'autorité tout azimut et débouché sur la contestation du patriarcat. C'est énorme, dit-elle. Ah bah voilà quelqu'un qui a compris ce qui s'était passé après. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Mais je suis pas d'accord. Le patriarcat triomphe en mai 68, on sait très bien. Non, le MLF, elle parle pas elle dit de l'après. A attaqué l'autorité tout azimut et débouché sur la contestation. Tu crois vraiment que c'est mai 68 qui débouche sur la contestation du je pense, encore une fois, je répète, puisque je crois l'avoir dit, mais je peux le répéter, que on peut ne pas être d'accord. Dans les années 60, au début des années 70 en effet, tu peux pas nier qu'il y a eu un mouvement de libération des femmes qui a même eu des effets et qui a détruit en effet le patriarcat au sens institutionnel du terme, je parle là par rapport à aujourd'hui, mais qui n'a pas mais ça ne veut pas dire que la société n'est plus patriarcale. Mais l'État... Il y a Simone de Beauvoir en 49 qui fait quand même un petit livre sympathique, et l'après 68, on sait bien que tous les hommes étaient au poste de pouvoir. Mais alors vraiment, mais tous, quoi. On parle de Libé, t'as eu des patrons mâles qui faisaient la loi. Non mais attends, je te parle d'une histoire. Là. Serge Julie et ce qui a commencé en 70 ne s'est pas arrêté, a continué, et on arrive aujourd'hui à une situation où 12% des femmes sont violées, où les femmes se font harceler dans la rue. Bah, vous avez rien fait, arrêtez de délirer. Non mais à un moment, il faut arrêter avec le MLF. Le MLF, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est beaucoup réuni. Ok, il y a eu l'avortement, mais après, c'est quoi? Où est la libération? Regarde le bordel actuel quand on voit. Mais c'est très bien le bordel actuel. Mais c'est bien. Il y a des choses. Mais je suis ravi du bordel. Mais il a fallu attendre 50 ans. Non, mais il a fallu attendre 50 ans parce que votre génération, elle a fait quoi pour libérer les femmes? Écoute, là, je peux pas. Mais si, c'est une vraie question. Ça, c'est une provocation. Non, je réponds pas aux provocations. Ah, mais non, mais je te provoque pas. C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, qui avez fait. Tout ce qui s'est passé depuis 50 ans est le produit d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'est passé en 70, et puis il y a ce qui s'est passé après, et puis à un moment il y a des reculs, il y a des régressions, donc il y a une nouvelle génération. Tu es d'accord que le féminisme revient à la mode maintenant, qu'il a été complètement sous l'eau depuis les années 75 jusqu'aux années 2010. C'est pas vrai. Regarde le nombre d'experts à la télé. L'art contemporain, 8% des œuvres, c'est des femmes, seulement 8%. Là, c'est des chiffres. Je ne peux pas répondre à ce genre de propos. C'est-à-dire que dire qu'il ne s'est rien passé en 50 ans et que la situation des femmes aujourd'hui est la même que la situation des femmes dans les années 60, c'est complètement faux. Non, j'ai pas Donc dit il y a eu des progrès, que ces progrès soient absolument insuffisants, que même des forces régressives d'un côté et de l'autre essaient de revenir sur un certain nombre d'améliorations, c'est tout à fait évident. Qu'une génération nouvelle prenne le relais, ce dont je suis tout à fait contente. Moi, je ne dis pas, les jeunes, là, elles disent que des bêtises. Je suis tout à fait d'accord avec MeToo, avec Balance ton port et tout ça. Donc, là, et c'est très bien. Mais tu peux pas dire que les choses, rien n'a changé en 50 ans. Je trouve que là, il y a un mouvement qui ressemble un peu à l'irrévérence de mai 68. Mais tant mieux. Mais entre-temps, dans l'entre-deux, il y a toute une génération de femmes et d'hommes, parce que pour moi le féminisme c'est aussi les hommes qui doivent aussi travailler. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour cette génération suivante alors? Pourquoi tu dis quoi?
Bah, non, mais c'est vous. Moi, j'avais 18 ans, 20 ans. Dans les années 90, moi j'avais déjà 50 ans. J'avais 16 ans. Dans les années 90, on n'est pas dans les années 90, on est en 2018. Il y a un truc qui n'a pas été transmis du tout. Il y a un truc qui a complètement déliré. C'est pas vrai, parce que moi je côtoie beaucoup de jeunes femmes qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, et qui, depuis 10 ans, et qui savent un certain nombre de choses, et qui justement connaissent un héritage. Mais un héritage, c'est pas refaire ce qu'on a fait, c'est s'appuyer sur quelque chose pour aller plus loin. Et ça, elles le connaissent, cet héritage. Elles le savent, ce qui s'est passé dans T'as pas l'impression, je ne provoque pas du tout, hein, t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de creux dans l'histoire du féminisme? Il y a eu un creux, oui, absolument. Il y a eu un creux dans les années 90, parce que les femmes de la génération immédiatement suivante, c'est-à-dire celles qui avaient 10 ou 15 ans de moins que nous, n'étaient pas là. Alors, à tort ou à raison, je ne veux pas du tout faire leur procès, mais c'est vrai qu'il y a eu le creux des années 90. Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. C'est-à-dire que les femmes qui avaient 20 ans dans les années 90, quand nous en avions déjà 40 ou 50, n'ont pas été intéressées par cet enjeu-là. Tu es d'accord, Martine, que ce non-intérêt, il est aussi de votre faute, parce que quand même c'est vous qui les éduquiez, en tout cas vous étiez en contact avec ces femmes-là, donc il y a une transmission qui n'a pas eu lieu quand même, c'est pas de la faute de la génération encore d'après. Tu dis toi-même que ça se construit dans le temps, donc s'il y a une génération de femmes dans les années 90 qui est à l'ouest complètement au niveau du féminisme... D'abord, ça c'est exagéré de dire à l'ouest complètement au niveau du féminisme. Elles ont considéré moi j'ai bouffé la télé de ces années-là, je peux dire que le féminisme il n'existait pas dans tous les médias, dans tous les postes. Oui, mais là on se trompe. C'est pas parce qu'il n'y a pas un discours féministe qu'il n'y a pas une pratique féministe. Par exemple, tu vois, en 68, il n'y a pas eu de discours féministe. Moi j'étais une fille qui prenait la parole, mais je n'ai jamais pris la parole en tant que féministe. Et je n'avais pas les mots pour dire ce que j'ai... Par exemple, quand j'étais militante, j'ai refusé je voulais pas apprendre à taper à la machine, parce que je savais qu'il y avait, si je tapais à la machine, les filles tapaient à la machine, les grandes pensées des messieurs gauchistes qui avaient la ligne juste, etc. Ouais. J'acceptais de tirer les stènes à la Renéo, parce qu'à l'époque on a tiré à la Renéo comme au 19e siècle, si j'ose dire, parce que c'était une tâche mixte, c'est-à-dire les garçons aussi tiraient à la Renéo. Mais taper à la machine, les garçons, pratiquement pas de garçons tapaient, donc c'était les filles. Je n'ai appris à taper à la machine que quand je suis devenue journaliste en 1974, que là, tout le monde, les garçons ou filles, tapaient à la machine. Mais je n'avais pas les mots, en disant ça, j'étais féministe, mais je n'avais pas les mots pour le dire, si tu veux. Donc ça n'est pas parce que tu ne dis pas tu ne nommes pas quelque chose que tu ne le fais pas. Donc je crois que les filles dans les années 90, celles qui avaient 10 ou 15 ans de moins, ont considéré que les choses étaient arrivées. Parce que justement, il y avait eu l'avortement, la contraception, c'est ce que dit Hélène, on pensait qu'un nouveau combat était inutile. Voilà. Alors, est-ce que c'est la faute de ma génération ou de celle qui venait juste après? Je ne parle pas en termes de faute ou même de responsabilité. Je fais ce constat-là. Et donc, inévitablement, d'une certaine façon, ça a produit la génération d'après, c'est-à-dire celles qui ont vraiment 30 ou 40 ans de moins, qui sont vraiment nos filles au sens, enfin, qui étaient, bon, parce que toutes celles-là dont on parle, qui pourraient être nos enfants, sont en effet nos enfants, et celles-là, elles disent, et d'ailleurs j'en suis infiniment triste, par exemple, moi, tu vois, sur la question du viol, dans les années 70, on a mené, après l'avortement, on a mené 76, 77, 78, le combat contre le viol. Je pensais, en effet, et je me suis trompée, je le reconnais, que le combat qu'on avait mené pour que le viol soit vraiment considéré comme un viol, pas correctionnalisé, que le harcèlement, on l'avait dénoncé aussi, je pensais que, par exemple, du côté de la justice et de la police, des choses positives s'étaient passées. Et elles viennent nous dire, eh ben non, c'est pas comme ça. Et donc elles prennent le relais, elles se battent. Je suis infiniment triste qu'aujourd'hui il faille encore à nouveau se battre contre le harcèlement et contre le viol. Mais ça c'est une réalité que je ne peux pas nier. Mais c'est très bien que celles qui ont 20 ans, 30 ans, et moi je suis entièrement solidaire d'elles, mais le trou il existe des années 90 tout à fait. Alors, on va reprendre, notez bien vos questions, on va être de plus en plus interactifs dans ce live, donc allez-y, il y a plein de questions. Je vois que Marie Servetti participe. Oui, Marie, un des derniers lives c'était avec elle, figure-toi, elle était à ta place et on a discuté ensemble, voilà. Voilà, donc salut Marie d'ailleurs.
Alors, je comprends pas bien comment ça fonctionne, mais ça fait rien. Je regarde. Tout le monde te voit en vidéo et toi ils écrivent. Je regarde. Voilà. Alors, on va lire 2-3 trucs. Christophe, ils ont eu le courage de tenter de vouloir changer la vie sociale, chose que peut-être que nos générations actuelles n'ont pas, faute à un individualisme incroyable et de notre pseudo-hypermodernité paralysante. J'en prends quelques-unes comme ça. Estelle qui dit 2018, société individualiste qui stagne, tous élevés pour être de bons petits moutons, pour l'interrogation. Comment fait-on pour sortir de ce marasme? Alma qui dit les années 90 ne sont-elles pas les années du début de l'explosion des divorces, pour l'interrogation. Rien n'est jamais acquis, dit Luna. Je vais vous lire, pendant que vous continuez de discuter avec nous et avec tout le monde, un extrait donc du très beau livre de Martine, 32 jours de mai, un roman. Au fond, tu t'ennuies devant cette usine occupée, mais pour rien au monde tu ne prendrais la décision de partir. Tu attends, tu es figé dans l'attente. Tu attends que Louise te dise « Jeanne, je vous aime ». Tu attends ces mots, tu es occupé à attendre, tu n'es plus rien d'autre que ton désir farouche d'entendre Louise te dire « Je vous aime ». Tu as un désir fou, impérieux de Louise, une envie de son corps, d'être dans ses bras, de l'embrasser sur la bouche, mais tu as une envie encore plus grande d'entendre ces mots. Tu veux les entendre malgré ou peut-être à cause de tes scrupules politiques. Il faut absolument qu'ils soient prononcés. Ta vie entière en dépend, tu en es certaine. Continuer de vivre finirait par te devenir impossible s'ils n'étaient pas prononcés, comme si eux seuls pouvaient combler le vide immense que tu ressens. Tu mises tout sur Louise, et ce pari est ta seule manière de ne pas sombrer avec mai, de ne pas t'enfoncer, te noyer dans la tristesse politique qui t'accable. Tu attends, à la fois intimement certaine de l'inutilité de cette attente et intimement assurée qu'il va se passer quelque chose. Et quand vers minuit tu entends Louise te dire « Et si nous allions à Orly ?» Tu affectes de trouver banale et naturelle cette proposition loufoque. Qu'est-ce qu'on peut bien voir ou faire dans cet aéroport paralysé par la grève, sauf justement constater qu'il est toujours en grève? Tu ne manifestes rien, tu te contentes de répondre d'un laconique « Pourquoi pas ?» Tu dissimules la joie qui est la tienne, la jubilation que tu éprouves. Alors, il y a une histoire d'amour énorme dans ce roman, sous fond de mai. Et les histoires d'amour, lorsqu'on entend ceux qui ont vécu mai, on a l'impression que c'est une explosion de l'amour. De la sensualité, des femmes qui sont avec les hommes, et parfois c'est une grande première pour tout le monde, mais aussi de l'amour. Le sentiment, c'est sentimental, mai 68 aussi, non ? Oui, ça c'est beaucoup, oui bien sûr, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'amour, mais si j'ai articulé ça autour d'un coup de foudre, c'est parce que ça m'a semblé que, au fond, la métaphore du coup de foudre est ce qui rend compte le mieux, alors là, sur le plan de l'émotion, du vécu, de ce que, c'est devenu banal de le dire, du vécu de cette parenthèse enchantée, c'est-à-dire comme quand on tombe amoureux, follement amoureux, il y a un embellissement du monde, il y a un embellissement des gens, il y a un embellissement du monde, il y a un embellissement de la vie, il y a une puissance absolument énorme, qui ne dure pas forcément, mais enfin, le moment où on la vit, c'est... Eh bien, mai 68, c'est, voilà, ça, et pour dire... et pourquoi Nietzsche et pourquoi Nietzsche et Lou Salomé, c'est que dans les récits, les lettres, les mémoires, etc., il y a cette scène absolument extraordinaire qui est pour Nietzsche un enchantement, même si les choses n'ont pas été vécues par les deux protagonistes de la même manière, où ils se promènent dans cette très jolie ville italienne qui s'appelle Orta San Giulio, et où ils montent, ils vont se promener dans ce qui s'appelle à Orta le Monte Sacro, et où on ne saura jamais si Nietzsche a osé embrasser ou pas Lou Salomé, mais en tous les cas, pour Nietzsche, ça reste un moment absolument extraordinaire de sa vie. Quand il en parle, c'est un moment d'éblouissement. Eh bien, l'éblouissement amoureux de Nietzsche, l'éblouissement amoureux de Jeanne et de Louise, et l'éblouissement de mai 68, je ne dis pas que c'est tout à fait la même chose, mais quand même, ça se ressemble beaucoup. Et donc j'ai essayé de traduire, enfin, comment faire sentir justement aux autres ou à une génération suivante ce que j'ai pu éprouver, à ce moment-là, et ce que nous avons pu éprouver, parce que
Voilà, c'était un truc, quelque chose de collectif, mais qui n'était pas le collectif au sens l'organisation, respecter la ligne juste. C'est pour ça que les organisations gauchistes organisées, je ne parle même pas du Parti communiste, n'ont pas vraiment compris en effet ce qui se passait en mai 68, parce qu'elles étaient uniquement dans l'analyse politique et dans la ligne qu'il fallait suivre, alors que personne n'avait la réponse. Personne n'avait la réponse. En effet, prenons cet exemple. Quand De Gaulle part à Baden-Baden, d'abord on ne sait pas qu'il est à Baden-Baden. Quand on apprend que De Gaulle a quitté Paris, on ne sait pas où il est. Il n'est pas chez lui, à la Boisserie. Et alors on finit par apprendre qu'il est à Baden-Baden. Il y a eu une vacance du pouvoir absolument extraordinaire à ce moment-là. Que Mitterrand a voulu occuper en disant je vais me présenter à la présidence de la République, et puis après Mendès France. Et on avait beaucoup plus d'amis. Le seul homme politique qui résistait à notre opprobre, en quelque sorte, c'était Mendès. Mitterrand, c'était le vieux politicien de la 4e, personne n'en voulait. Et donc, mais nous, au fond, cette vacance du pouvoir, à tort ou à raison, nous a pas du tout intéressés, quoi. Oui, c'est même ça. Pas aperçu que vous auriez pu le prendre, mais c'était pas le but. C'était pas ça. C'était pas le but. S'installer dans les palais nationaux, c'était en effet pas l'objectif, parce que il fallait changer les palais nationaux. Donc, on était quand même dans un discours, alors qu'on peut qualifier d'ancien. Nous l'avons tant aimé, la révolution. On voulait faire la révolution. C'est un mot qui a complètement disparu du vocabulaire. Alors, je vais lire un autre extrait où il est question de Nietzsche et de Lou Andrea Salomé. Et après, je te poserai la question sur la philosophie. Qu'en est-il du statut de la philo? Tu faisais de la philo, moi ça me passionne évidemment. Et quels sont les philosophes qui résonnaient bien à l'époque? On parle de Sartre, on parle de Glucksmann, on parle de Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des philosophes et... Bernard-Henri Lévy et Glucksmann n'existaient pas à l'époque. Ils n'existaient pas, ouais. C'est les nouveaux philosophes, c'est les années 75, quoi, 77. Après, ouais. Alors, plus Nietzsche revient à de meilleurs sentiments à l'égard de Lou, plus son amertume envers elle s'atténue, au point même de regretter certains des propos tenus dans les mois précédents à son sujet. Ce que j'ai fait, on ne peut me le pardonner, dit-il. Plus son animosité se déplace vers Élisabeth, sa sœur, qu'il qualifie de dinde antisémite et vindicative, mettant au chapitre de ses mauvais et noirs sentiments une véritable haine à l'égard de ma sœur qui me prive depuis 1 an du succès des efforts que je fais sur moi-même pour me dépasser. Cette haine, d'abord avouée à ses amis et qu'il finit par jeter à la face d'Élisabeth. Lettre de Nice en mai 1884. Faut-il donc que j'expie indéfiniment le fait de m'être réconcilié avec toi? Je suis proprement exténué par ton bavardage moralisateur et prétentieux. Je n'ai jamais encore haï personne excepté toi. Une chose est certaine, parmi toutes les rencontres que j'ai faites, celle avec Mademoiselle Salomé est la plus précieuse et la plus fructueuse. Lou est la créature la mieux douée et la plus réfléchie que l'on puisse imaginer, et ce n'est pas pour rien que j'ai réalisé le meilleur de moi-même au cours des 12 derniers mois. Dans mai 68, il y a cette idée de réaliser le meilleur de soi-même aussi, je crois. Ce dépassement. Oui. Alors là, on reprend la célèbre formule dans un tout autre contexte de Flaubert, à la fin de l'éducation sentimentale. Ce que nous avons eu de meilleur. Oui, c'est ce que nous avons eu de meilleur au sens du vécu, mais aussi on a allé au-delà de soi-même. Oui, ça c'est tout à fait vrai, mais voilà, ensuite il y a qui est une perte, ensuite ça c'est mais en même temps... Il y en a qui réfléchissaient pour ne pas l'avoir. André Gors réfléchit sur comment on peut réussir le coup la prochaine fois. Il y a des articles de lui, l'écologie... On voulait que ça... Bien sûr, la rentrée de septembre-octobre 68. Alors, entre-temps, il y a quand même eu Prague. Il y a quand même eu la fin du printemps de Prague, comme on dit, avec l'entrée des chars soviétiques en août à Prague. Et donc la fin Là aussi, c'était quelque chose une manière autre de s'en prendre au stalinisme et de sortir de l'emprise soviétique. Et la rentrée 68, c'est essayer de recommencer, mais oui, ça ne s'est pas recommencé. Les philosophes, Martine, toi tu aimes Nietzsche, pourquoi tu cites Nietzsche? Parce que quand même, tu le fréquentes un peu quand même. Tu vas chercher des lettres, non. tu vas... À l'époque, non. Ah d'accord, c'est après. C'est après. Quand j'écris, non, à l'époque... C'est qui alors les philosophes inspirants Attends, il faut... Là aussi, tu vois, il faut voir d'où l'on vient.
Par exemple, moi j'ai fait Hippocagne-Cagne au lycée Fénelon avant de rentrer à Sorbonne. La bonne ornière. Hippocagne-Cagne au lycée Fénelon, c'est que le lycée Fénelon n'était pas mixte. Les classes prépa, il y avait donc que les deux lycées avec les classes prépa prestigieuses pour les garçons qui étaient Henri IV et Louis le Grand, et pour les filles c'était Fénelon. Bon, il se trouve que j'avais été prix d'excellence en terminale, donc je suis rentrée à Fénelon. Si j'ai fait philo d'ailleurs, et si je voulais après rentrer à l'école normale supérieure, c'est dans une vision extrêmement romanesque de l'école normale supérieure. Et d'où me venait cette vision romanesque? Elle me venait de Nizan, de Sartre et de Beauvoir. Puisque elle n'était pas à Normale Sup rue d'Ulm, mais les garçons y étaient, Nizan et Sartre. Et j'avais lu les très beaux romans de Nizan. Nizan qui donc est mort. J'avais 20 ans, je ne laisserai jamais personne dire. Aden Arabi. Que c'est le plus bel âge de la vie. Qui a été tué donc, pendant la guerre en 1940. Et qui était communiste et qui avait rompu avec le communisme au moment de l'accord entre Staline et au pacte germano-soviétique. Et donc cette vision romanesque, mais à Fénelon, en Hippocagne et en Cagne à Fénelon, les philosophes du XXe siècle n'existaient pas. Hein. Donc moi, je colle à Normale Sup évidemment, parce que je suis devenue militante révolutionnaire. Normale Sup ne m'intéressait plus du tout. Je dis ça rapidement et en plaisantant. Et à la Sorbonne, enfin, j'entends parler, et moi je ne suis pas du tout une fille d'intellectuel, donc j'entends parler de Nietzsche, on peut parler de Marx, on peut parler de Hegel, on peut parler de Marcuse, on peut et un petit peu, parce qu'il commence à émerger, de Foucault. Glucksmann, Bernard Olive, tout ça, ils sont étudiants ici, c'est plus tard. Ouais. Bon. Ils ont le même âge que moi, donc ils sont pas encore. Mais donc mais en même temps, c'est quand même très peu. Tu vois. Alors comme moi j'ai fait Hippocagne-Cagne, je passe vite mes certificats de licence, puisque à l'époque c'était des certificats de licence. Pourquoi? Parce que j'avais appris à faire la dissertation. Mais pour être très franche, et même si ça ne plaît pas, j'allais très peu au cours. Parce que je passais mon temps à distribuer des tracts et à prôner. Bon. Et donc j'ai peu lu à ce moment-là. J'ai peu lu à ce moment-là les philosophes. Si tu veux. Et donc le rapport qu'on avait. Alors ce qui s'est passé en 68, c'est que dans les AG de philo, par exemple, à part Vladimir Jankélévitch, aucun prof titulaire de chaire ne venait aux assemblées générales de philosophie. Et même Jankélévitch y allait. Mais Janquet, on l'appelait Janquet. Janquet était à toutes les assemblées générales. Je ne savais pas du tout. J'en dis un mot là, c'est le personnage, c'est le seul. Je ne sais pas que c'était à ce point-là. C'est le seul. Il était présent à toutes les assemblées générales, il allait au café avec nous. Et nous, on aimait bien Jankélévitch. Mais moi, j'aimais Jankélévitch comme être humain. Je n'avais pas lu une ligne de Jankélévitch. Et tout ce que je savais de Jankélévitch, le presque rien, le pas encore, etc., je trouvais que c'était... Alors que c'était évidemment très intéressant et très important que j'ai lu après. Mais à ce moment-là, j'aimais l'homme Jankélévitch qui venait au café avec nous, puis qui à un moment disait bon, bah attendez, il faut que j'aille faire du piano, alors je vais faire mon heure de piano. Il habitait quai aux Fleurs. Et après, il revenait au café, mais il avait fait son piano parce qu'il faisait toujours du piano. Il avait quel niveau, le piano? Il jouait bien? Je pense qu'il jouait très bien, oui. Super. Et autrement, qui était présent à l'Assemblée Générale? C'est les assistants et maîtres assistants. La nouvelle génération. En particulier, les assistants et maîtres assistants. Donc, il y avait 10 ou 15 ans de plus que les étudiants, que nous, mais pas plus, pas plus de 10 ans. Et particulièrement les assistants de Jankélévitch. Mais pas seulement, il y avait aussi des gens qui étaient plus proches d'une pensée marxiste, d'Althusser, etc. Il y avait, le philosophe, entre guillemets, avec lequel on pouvait être en accord ou en désaccord, mais qui quand même tenait le haut du pavé, si je peux me permettre, c'est quand même Althusser. Celui qui était le plus connu, c'était Althusser. Ah oui. Qui était plus que ça non, mais de cette génération, si tu veux. Ah oui, Sartre. Sartre était très connu, enfin Sartre c'était déjà un peu plus ancien, si tu veux, il était plus Althusser avec les bouquins qu'il avait sortis. Pourtant il y a eu Althusserarien tagué sur les murs, oui, mais les structures ne descendent pas dans la rue. C'était un personnage. Alors Sartre aussi, puisque Sartre, comme tu le sais, est venu à la Sorbonne, le grand amphi était bondé pour l'accueillir avec Sartre et Beauvoir. Moi j'aimais beaucoup Sartre et Beauvoir comme... Tu les as croisés Alors, pas à ce moment-là. Je n'ai pas pu rentrer dans le grand amphi quand Sartre est venu parler parce qu'il y avait tellement de monde et je pensais que je suis arrivée au dernier moment, je ne suis pas rentrée.
Je les ai vus après. J'ai vu Sartre quand j'étais à Libération. Et à ce moment-là, donc moi je suis rentrée à Libération en 1974. Sartre est venu plusieurs fois. Il était déjà presque aveugle. Très affaibli physiquement et quand même très, très encadré, si j'ose dire, par les Mao. Ah oui, Béni Lévy. Au grand désespoir de Simone de Beauvoir. Et Beauvoir, je l'ai un peu vue plutôt en tant que féministe et dans le cadre du mouvement de libération des femmes, puisqu'elle s'est quand même beaucoup investie avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'elle. Très intéressant. Et je les avais rencontrées avant, mais pas personnellement, ce qui a été mon premier meeting à Mutualité. Et là, c'était donc en 60, faudrait que je retrouve, 64-65, quand il y a eu ce débat à Mutualité organisé par l'Union des étudiants communistes sur que peut la littérature, qui est devenu un bouquin d'ailleurs. Que peut la littérature? Il y avait Sartre, Beauvoir et d'autres, Sam Proun notamment. Et les Lyotard et les Henri Lefebvre, et non, pas de... Alors, Lyotard, Lefebvre, non, j'ai jamais eu de... Mais Lyotard, je l'ai connu... Ma théorie, c'est que Lefebvre est à l'origine de tout, ce que je démontre dans mon livre, mais... c'est possible, mais moi, alors là, tu es plus à Nanterre, à Nanterre... Moi, j'ai connu Lyotard, c'est pareil, comme maître assistant à Nanterre, parce qu'une ou deux fois, j'étais allée à Nanterre avant mai 68, mais là, je suis tout à fait honnête... J'ai beaucoup plus lu de philosophie après que quand j'étais étudiante. Mais je crois qu'il y en a plein dans ton cas qui se sont ouverts à la culture avec un C majuscule. C'est-à-dire que, non, c'est pas tellement ça. Moi, je lisais beaucoup de romans, bien qu'étant étudiante en philosophie. Je lisais aussi des philosophes pour passer mes épreuves d'examen, mais j'ai plus travaillé la philosophie après que quand j'étais étudiante en philo, parce que quand j'étais étudiante en philo, j'étais tellement sur il faut changer, faire révolution, que j'avais pas le temps de faire beaucoup de philosophie. Et quand je lisais beaucoup de romans, par exemple, en 68 j'étais agrégative de philosophie, j'ai collé la grecque, mais on avait eu une des questions de dissertation était sur la perception et sur la mémoire. Et j'ai eu une très bonne note parce que je ne l'ai pas du tout traité avec les philosophes, je l'ai traité avec ce magnifique livre que je venais de lire, de Aragon, Blanche ou l'oubli, qui est un très très grand roman, et un roman qui est philosophie aussi. Et bien qu'Aragon, je n'aimais pas Aragon à cause de ses engagements communistes, etc., mais comme écrivain, j'avais beaucoup d'admiration pour Aragon. Donc pas Merleau-Ponty, pas Bergson. Ouais. Alors attends, on va prendre Maintenant, cette fois-ci, on va accélérer l'interaction, mes amis. N'hésitez pas à participer. Que pensez-vous de mai 68? En 2018, qu'est-ce qui reste de mai 68? Qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être renouveler cette agitation philosophante et cette... là, ça, c'est à vous de le dire. Voilà, mais c'est à vous. Alors, on va prendre des questions. Donc, on a Larry. Est-ce que mai 68 a déclenché l'explosion de l'érotisme, de la pornographie et du libertinage? J'en prends quelques-unes. Note bien la question. Pourquoi l'université de Vincennes, selon vous, n'a pas duré dans le temps? Le concept était tout de même révolutionnaire. Voilà. Qu'est-ce que... Vincennes, cette expérience d'université un peu alternative, avec des profs très... Ça a duré, mais ça n'a pas duré à Vincennes, parce que Paris 8. en effet a été fermé, ça s'est transformé en Paris 8. Mais ça a changé de nature. Mais écoutez, là je sais pas, l'expérience, voilà, moi je n'ai pas été beaucoup à Vincennes. Je pense que ce qui a fait capoter, entre guillemets, Vincennes, c'est que il y a un moment, ça a été un bordel épouvantable, ça a été tellement bordélique que même les profs eux-mêmes qui parlaient à Vincennes ne pouvaient plus parler, etc. Il y avait quand même je veux pas trop parler de Vincennes parce que je ne suis pas compétente là-dessus. Il y avait quand même un ton qui avait changé entre les professeurs. Une raison très simple, c'est que moi, après 68, je suis partie à Denain en 69, prof de philo dans un lycée technique, où il n'y avait jamais eu de chaire de philosophie, et où après mon militantisme a été là à Denain comme professeur, et j'étais pas à Vincennes. Ouais, mais on connaît un peu ce qui s'est passé, on voit un peu, une façon nouvelle de faire cours, une nouvelle façon d'essayer d'arriver dans l'idée, pour moi, qui est un héritage de 68, c'est l'idée que la résistance par rapport aux oppressions multiples peut passer par la création.
peut passer par l'art. Il y a dans mai 68, je pense qu'on a une réhabilitation du geste artistique. On a même certains qui disent que toute la génération d'après, elle a hérité de ce rapport à l'art, de ce rapport à l'ouverture d'esprit. Et même dans l'éducation, on sollicite beaucoup plus l'émotion des jeunes, plus que l'obéissance, quelque part. Oui, mais alors là, moi, l'art, oui, bien sûr, mais je suis très réservée sur des choses qui se sont passées après, par exemple sur la question de l'école. Et là, j'insiste parce que, justement, on ne peut pas globaliser les 68 arts. Après 68, des 68 arts qui ont été nommés profs de philo, profs d'histoire, surtout donc sur les disciplines littéraires, pour le dire comme ça, ont eu des comportements tout à fait différents. C'est-à-dire que certains ont dit je ne vais pas faire cours parce que c'est transmettre la culture bourgeoise, et je ne veux pas transmettre la culture bourgeoise. Je n'étais pas de ces gens-là. Moi, j'étais prof de philo à Denain. J'avais des enfants, fils ou petits-enfants de mineurs, fils ou filles de métallos d'usineurs, parce qu'il y avait encore usineurs à Denain, et je ne considérais pas que leur parler de Kant, de Nietzsche, de Platon, c'était transmettre la culture bourgeoise. C'était transmettre de la culture voilà, tout court, et donner des instruments de pensée, de compréhension du monde, et même des outils de langue, d'analyse, y compris ensuite pour écrire des tracts et même lutter contre le patron et faire grève. Et je veux dire qu'il y a eu des comportements complètement divergents entre les uns et entre les autres. Ça ne veut pas dire qu'il fallait faire court comme en étant sur l'estrade et en imposant une parole. Mais la culture Kant, c'est pas la culture bourgeoise. Hein. Un peu quand même, non? Non, c'est des outils de compréhension du monde. C'est pas tellement libertaire et pas tellement... Voilà, c'est quand même Victor Cousin qui amène Kant dans l'éducation nationale à toutes les sauces pour moraliser et mettre une sorte de catéchisme. Oui, voilà. Et on bouffe encore du Kant aujourd'hui en philo, et je pense pas que ça épanouisse beaucoup la philosophie. Non, mais je disais Kant, ça pourrait être. Ah, mais tu dis Kant, mais. Ah, bah non, Nietzsche, c'est pas bourgeois. Non, mais je veux dire, je parlais des. Non, d'abord, je ne suis pas d'accord, c'est pas parce que Victor Cousin a lu d'une certaine façon Kant qu'il faut considérer que la lecture de l'un est véritablement dans l'œuvre de l'autre. Il ne s'est pas trompé en l'occurrence en donnant Kant, qui est vraiment quelque chose de. La loi, faut lui obéir, la loi morale est en soi, enfin, c'est quand même des trucs. Ça fleure pas bon, mai 68. La loi morale, c'est important. Ouais, bon, pour le rapport au corps, Kant, il appelle quand même pur, ce qui n'est pas dans la sensibilité. Faut replacer les non, moi je replace rien. Non, j'ai lu Kant par cœur, j'en ai bouffé du Kant. Bon. Alors, enlevons Kant. Enlevons Kant. On va mettre Nietzsche. On va mettre, non, des modernes. J'aime bien l'idée qu'on ait affaire aux philosophes modernes. Oui, mais tout à fait. Mais transmettre, faire court n'est pas forcément de l'oppression et de l'aliénation des malheureux élèves. Moi, je pense que mai 68, il y a eu dans mai 68 vraiment ce que j'appelle une politique de puissance qui s'est mise en place. Et c'était pour moi, rétrospectivement, n'ayant pas vécu l'événement, mais ayant été nourri à l'événement, éduqué aussi par le souvenir des 68 arts, même s'il est multiple, et ayant lu un peu sur cet événement, j'ai l'impression vraiment qu'on est dans une logique de la puissance qui s'oppose à la logique du pouvoir. Une politique de la puissance qui s'oppose à une politique du pouvoir. Alors, politique de la puissance, qu'est-ce que j'entends par là? 6 choses, et je pense que ça... De mon point de vue, ça résume mai 68. D'abord, dans l'idée de transmission, dans la politique de la puissance c'est quelque chose qu'on transmet. Donc l'éducation, c'est quelque chose qu'on transmet à l'opposé du gavage des oies, des choses stérilisantes au niveau de l'imaginaire, des matières à apprendre ou complètement déconnectées de la réalité. On a vraiment une sorte de... Même un hymne aussi à l'éducation populaire. Et quelque part, mai 68, on a l'impression que c'est une sorte d'explosion spontanée d'éducation populaire. Je note ces 6 points, puis tu réagis. Donc on est à l'opposé de la rigidité scolaire. L'acte d'enseigner, l'acte d'éduquer, on apprend aussi de ceux auxquels on apprend, quoi, dans tous les sens du verbe apprendre. Oui, bien sûr. Deuxième chose de la politique de puissance,
cette idée de courage, cette idée de persévérance, cette idée d'audace collective. C'est l'opposé de la résignation, du scrupule, de la culpabilité. Et je crois que ça a fait du bien notamment avec toute une génération de Français assez récents qui venaient de l'étranger. Ils ont utilisé mai 68 comme un creuset qui leur faisait comprendre ce que c'était la France. La France, c'est ce qu'on y fait et ce qu'on rêve. Et il y a un sentiment de fraternité qui pouvait aussi donner une identité française dans son côté sédition, libertaire, anti-autoritaire. Et donc on a affaire à une sorte de déculpabilisation d'être soi-même, d'être dans le plaisir, d'être dans l'originalité de penser. Troisième chose, je pense qu'il y avait une fraternité en termes de protection, de soins. Il y avait une logique qui s'opposait à la logique de la prédation. Tout ce qui était de l'ordre de la concurrence, on n'en voulait plus. Le bureaucrate, le technocrate, le banquier, tout ce qui était toute cette société qui visait à mettre les classes les unes contre les autres. Le scandale quand on devait aller à Nanterre et qu'il fallait traverser des bidonvilles à Nanterre, et ça révoltait justement les fils de bourgeois. Et on a cette notion que tant qu'il y a de la pauvreté, tant qu'il y a même avec une vision tiers-mondiste, tant que ça souffre quelque part dans le monde, ça me concerne. C'est une chose qu'à mon avis on a perdue dans les années 90 justement. Quatrième chose dans la politique de puissance, la parole. La parole, on en a parlé, Michel Certeau en parle dans son livre, La parole libérée. On a vraiment cette idée que la parole doit s'opposer au discours. Le discours figé, le discours d'orthodoxie, le dogmatisme est remis en question et clashé dans sa chair, dans son corps, par une parole qui se veut vivante et qui se veut incarner, c'est-à-dire d'où tu parles, ce mot qu'on se disait en mai 68, il y a l'idée d'incarner la parole d'un point de vue où les conditions sociales de celui qui dit sont à prendre en compte. Cinquième chose de cette politique de puissance, l'amour au sens, tu parles de coup de foudre, l'opposé de tout ce qui est jalousie, tout ce qui est sentiment de possessivité, vouloir posséder l'autre, tu m'appartiens, cette exclusivité-là est vraiment remise en question, et quelque part le couple petit bourgeois, entre guillemets, est aussi remis en question, même s'il revient après mai 68. Et puis dernière chose, sixième point de la politique de puissance, pour résumer ce que je vois comme apport de mai 68, il y avait vraiment l'idée d'une vision. Il y avait vraiment l'idée. Il s'était très anticipateur sur les notions d'écologie, sur les notions de ce qu'on appelle maintenant le municipalisme, enfin une autre façon de faire de la politique, sur la démocratie finalement, une conscience politique très forte. Et puis la nouveauté, c'est l'idée que la guerre n'est pas l'horizon qui doit structurer la société. La guerre d'Algérie est finie, on lutte contre la guerre du Vietnam, on peut s'opposer à la guerre tout en étant non traître à son pays. Et il y a cette idée d'un pacifisme haletant et avec des grandes figures de résistance qui émergent. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette politique de puissance contre la politique du pouvoir d'avant Non, politique du puissance contre la politique du pouvoir, je suis entièrement d'accord. Mais alors contrairement à toi, là, tu le provoques, je vais faire des réserves. Ouais. Je vais faire des réserves parce que il faut pas non plus tout idéaliser. Par exemple, le d'où tu parles. Le d'où tu parles pouvait être extrêmement oppresseur. Et c'est considérablement développé aussi dans les années 70, y compris au sein du mouvement des femmes. Parce que d'où tu parles pouvait être aussi une façon de vous faire taire. Parce qu'il suffisait de dire, tu ne parles pas du bon endroit, pour le dire comme ça, soit parce que tu es en effet bourgeois, soit parce que tu es ouvrier mais tu n'as rien compris, soit parce que tu es comme... Enfin. Et donc le d'où tu parles pouvait être oppressif et répressif. Donc je comprends bien ce que ça veut dire au départ, mais l'utilisation qui en a été faite était une utilisation qui, loin d'être de produire de la puissance, de produire de l'émancipation, de produire de la libération, produisait au contraire de l'écrasement et du silence. Et toi qui tout à l'heure dénonçais, probablement à juste titre, l'emprise psy dans les années qui ont suivi, le d'où tu parles était aussi un signe de cette emprise. La guerre. Alors la guerre, c'est d'autant plus important qu'à la fois on en sortait et on y était encore. On sortait de la guerre d'Algérie et la génération de la plupart des 68ards était trop jeune, même si certains avaient été concernés par la guerre d'Algérie, mais du côté étudiant et des jeunes étudiants, nous étions trop jeunes pour avoir participé entre guillemets à la lutte contre la guerre d'Algérie. Et donc notre guerre entre guillemets, je dis notre avec guillemets, c'est en effet la guerre du Vietnam et la lutte contre la guerre du Vietnam. Et je crois qu'on ne mesure pas on a peut-être oublié à quel point la lutte
internationale contre la guerre du Vietnam a été tout à fait importante dans le déclenchement de ce qui a suivi. Parce que mai 68, ce n'est pas que français quand même, hein. C'est mondial. Et j'ai une amie africaine, Awatiam pour ne pas la nommer, qui a été fondatrice de la coordination des femmes noires dans les années 70, qui me disait il y a 2 jours, quand elle a vu sur Twitter que j'allais intervenir dans ton émission, elle me dit « N'oublie pas de dire qu'il y a eu un mai 68 en Afrique. » Même en Congo, Kinshasa. Et donc on va pas là, on n'a pas le temps de détailler. Donc ça a été non seulement quelque chose d'américain, d'européen, mais il se passait un truc au Japon, il s'est passé des choses en Afrique, etc. Donc il y a un moment comme ça d'une histoire mondiale en quelque sorte, hein. Alors qu'est-ce qui fait que ça s'est passé à ce moment-là? Ça serait trop long d'y revenir là aujourd'hui, mais il faut... Et on était dans ce truc international. Et la lutte contre la guerre du Vietnam était complètement internationale. Alors après, il y a eu des différences entre les pays. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le terrorisme en France comme il y a eu en Allemagne et comme il y a eu en Italie, hein, avec les brigades rouges en Italie, etc. La puissance contre le pouvoir, pas pour les femmes en 68 par exemple, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il a fallu un temps de réflexion, de voir que justement nous n'étions pas passés du pouvoir à la puissance. Quand il y a eu à Vincennes le fameux débat avec certains étudiants maoïstes en particulier, avec ce slogan « le pouvoir, la puissance, le pouvoir est au bout du phallus », ça a été un des déclenchements du mouvement féministe, pas le seul, mais un des déclenchements du mouvement féministe, parce que des filles, moi je n'en étais pas d'ailleurs à ce moment-là, on sont allées dire « mais qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir est au bout du phallus ?» Et après, il y a eu d'autres réunions. Donc, ce que tu dis, pour le coup, me semble alors une vision un peu idéale là, de mai 68. C'est peut-être ça, l'héritage de mai 68, c'est peut-être, on hérite d'un rêve, peut-être aussi, et peut-être le fait d'être décollé par rapport aux événements permet de voir ce qui a été de visionnaire, et c'est peut-être ça qu'on doit aussi récupérer. Tout à fait. Alors, pour la démocratie, par exemple, on était dans une vision rousseauiste de la démocratie, c'est-à-dire pas de délégation de pouvoir. Donc, les assemblées générales, pas de micro, pas d'orateur. Le comité de grève démissionnait tous les 3 jours et était réélu tous les 3 jours par une nouvelle assemblée générale. Sauf, bien sûr, nous étions élus, sauf que c'était les mêmes. Moi, j'ai été élue pendant tout le temps. Donc, à la fois positif et négatif, c'est-à-dire les limites de cette démocratie directe. On va prendre des questions maintenant, mes amis. Des micros aussi, parce qu'il y avait beaucoup de mégaphones qui étaient uniquement dans les mains des garçons. Alors, on va prendre... Là, on est avec Martine, donc on va prendre des questions, on va faire du ping-pong. Donc là, il faut répondre en une phrase. Oh. Attention, hein, une phrase ou 2. Hein, donc vous envoyez plein de questions, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qu'on n'a pas pu aborder ou des points qu'on a abordés. Est-ce qu'on les voit les questions? Oui, on va les voir, je vais les lire, mais on les voit, elles s'affichent là, tu vois. Et puis elles s'affichent là aussi, enfin j'ai plein d'écrans devant moi. Hein. Donc voilà, on prend des questions, on répond en une phrase. Alors, première question, non c'est une remarque, c'est Christophe qui est adorable. Je suis certain que vous avez ouvert l'esprit à un grand nombre d'élèves. Oui, je pense. Oui. T'as enseigné combien de temps? J'ai enseigné 5 ans à Denain et j'ai été considérée comme un très mauvais professeur par l'institution et la hiérarchie parce que je fumais en classe et je laissais les élèves fumer, je distribuais des tracts avec les élèves, mais il est vrai, comme je l'ai dit, je faisais cours et je crois qu'on discutait beaucoup dans mes cours, etc., mais je faisais cours. Philo. Oui, de philo, bien sûr, j'étais prof de philo, oui. Très bien. Yacine, aujourd'hui la révolution ne se passe pas dans la rue. La confrontation des oppresseurs qui produit un changement des mentalités se passerait sur le net, point d'interrogation. Vraie question ça, parce que le cyberactivisme, c'est une donnée nouvelle que 68 n'avait pas. Absolument. Ouais. Alors, positif et négatif. Oui, je crois que les choses, heureusement ou malheureusement, peu importe, ne se passent plus dans la rue, c'est plus les manifs, ça se passe sur les réseaux sociaux, et ça change beaucoup de choses. Pas seulement, comme on le dit, parce que l'anonymat des réseaux sociaux, le fait qu'on peut dire des saloperies en toute impunité, puisqu'on sert beaucoup
reste anonyme. Moi, je pense que c'est la plaie de Twitter. Je ne suis pas sur Facebook, j'ai un petit compte Twitter. La solution, c'est de s'y faire mais la grande différence, de se faire insulter, c'est... Ce que ça produit, la grande différence, et moi je ne la juge pas, c'est que avant, je ne dis pas que c'était mieux, pas mieux avant, mais pour faire quelque chose, il fallait se rencontrer. Ouais. Donc il fallait... Intelligence collective. Il fallait se voir, se toucher, écrire un tract, supposait qu'on... Même il y avait le téléphone, mais il n'y avait que le téléphone, donc il fallait se rencontrer. Donc on se rencontrait tout le temps, oui, bien sûr. On pouvait dire, tiens, j'ai écrit, qu'est-ce que tu en penses? Mais non, pour finaliser le tract, il fallait se voir, il fallait être là. Donc c'était un contact physique. Aujourd'hui, on peut tout à fait écrire des romans, des tracts, faire des réunions virtuelles. Donc j'ai le sentiment que le contact avec les autres est perdu, quoi. Il y a quelque chose de... Et ça, je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que voir les gens, voir les corps se répondre tout de suite par une parole du corps, par une parole vécue, par les lèvres, par la bouche, par les mots qui sortent, etc., c'est quand même autre chose que juste d'écrire son mail, quoi. Je veux dire que... Alors, tu crois pas à une intelligence connective, justement, des compétences qui passeraient par l'écran? Je pointais cette différence-là, c'est-à-dire que on peut être dans ce collectif et dans cette intelligence connective, mais sans se voir, enfin, sans se toucher en tout cas. Sans se toucher. Sans une présence. Mais peut-être que le part, ça permet peut-être un meilleur travail collectif que de ne pas avoir ces émotions, ces vexations. En tous les cas, c'est une grande... les vexations, elles peuvent exister aussi complètement sur Internet. Ouais. Mais autour d'une table, c'est compliqué aussi. Ça peut être très compliqué. La grande gueule va parler plus fort. Oui, bien sûr. Le charismatique va faire. C'est très différent. Ouais, d'accord. Là, c'est une énorme différence. Sur le net, on a eu le printemps arabe et les révolutions dans les pays du Maghreb, et c'est vrai que c'était un croisement entre du dans la rue, de la politique dans la rue et de l'insurrection dans la rue, et des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça s'hybride et que c'est pas soit l'un soit l'autre, mais ça s'accompagne. Et à la rigueur, quelque chose qui passerait que sur le net n'aurait pas aussi l'impact. Tiananmen, l'impact, c'est aussi une photo de quelqu'un qui défie à lui seul un char. La rue aussi nourrit Internet, et les deux se nourrissent l'un l'autre, et à un moment, la ligne de front dans la rue, elle existe aussi. L'oppression, elle passe dans la rue. J'ai l'impression que la rue a changé parce qu'elle est hybridée au virtuel maintenant. Oui, mais alors à ce moment-là, tu parles d'une autre rue. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la question qui était posée, tu vois, une manif comme le 8 mars, là, ou la manif traditionnelle du 8 mars, où il y a 200 femmes ou 300, ça n'a plus de sens. Enfin, je veux dire, c'est plus ça qui signifie la réalité du mouvement féministe aujourd'hui. Oui. Et donc il faudrait une rue avec des milliers de gens et beaucoup plus large et plus longtemps. La manif du 22 mars, là, bien que ça soit le 22 mars, mais 2018, n'a pas une portée extraordinaire. Elle a beaucoup moins de portée qu'en effet 10 000 choses qui peuvent se passer. On l'a bien vu avec MeToo ou Balance ton corps. Larry, les acteurs de mai 68 étaient-ils des jeunes bourgeois de gauche? Une phrase ou deux. On dit que beaucoup étaient des jeunes bourgeois de gauche. Moi, j'étais jeune fille d'ouvrier émigré. Parce que quand même commençaient à arriver en fac des gens qui n'étaient pas tous issus de la bourgeoisie. La méritocratie marchait. Et les ouvriers qui étaient en grève, ils n'étaient pas tous issus de la bourgeoisie. Et ils étaient vraiment des acteurs de mai 68 ? Ou parmi eux, les porte-paroles, est-ce que c'était... Non, mais les ouvriers en grève, ils étaient acteurs de mai 68. Les étudiants, oui, bien sûr que probablement la bourgeoisie, les héritiers, comme disait Bourdieu, étaient plus présents que les autres, mais moi je ne suis pas une héritière. Voilà. Et puis j'ai été présente en 68. Il y en a plein dans ton cas. Luna, les avancées du mouvement du potentiel humain et des utopies nées de 68, soyez réalistes, demandez l'impossible, etc., ont été récupérées et retournées dans les décennies suivantes au bénéfice des mal nommées ressources humaines pour maximaliser le profit des entreprises. Alors, ça c'est une vraie question et il nous reste quelques minutes, mais l'idée de mutation du travail, l'idée aussi de... Oui, c'est vrai, d'un développement personnel mis au service de la performance entrepreneuriale. Que tout est récupérable.
Donc, tout a été récupéré, ça c'est vrai, surtout en termes de slogans, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la montée du néolibéralisme à partir des années 80 et le ralliement d'une partie de la gauche, en particulier de la gauche socialisme au néolibéralisme. Je dis bien néolibéralisme, moi je défends le libéralisme politique, le libéralisme culturel. Je ne dis pas que d'ailleurs il y a un signe égal entre tous les libéralismes économiques, politiques, culturels. C'est vrai c'est d'ailleurs paradoxal. C'est-à-dire que c'est au moment où enfin la gauche arrive au pouvoir, par exemple dans un pays comme la France, avec l'élection de François Mitterrand, que 2 ans après, cette gauche se rallie au néolibéralisme qui va emporter, qui va tout emporter. Ouais, ouais. Linda, le mouvement hippie, d'ailleurs contre la guerre du Vietnam, n'a-t-il pas participé à l'évolution de la femme, révolution sexuelle pour l'interrogation? Sûrement. Les communautés, mais, le Larzac, oui, la drogue, oui, mais ça, oui. le rock. Oui, non. Oui, bien sûr. C'était pas ton truc. Mais moi, je pense que je vais dire une chose qui va probablement être effrayer les... Non, mais effrayer, on a le droit ici, ils sont tous... Je pense que... Et quelqu'un qui a mal tourné, mal tourné beaucoup, mais Brigitte Bardot a fait beaucoup aussi pour l'émancipation de la femme, en assumant une sexualité et provocante et de manière extrêmement insolente. Donc, les choses là sont très complexes. Mais encore une fois, pour moi, mai 68, c'est pas la libération sexuelle, ça sera après la libération sexuelle, et même ensuite nous avons porté, les féministes ont porté une libération sexuelle. Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre, c'était un des slogans du mouvement. Ça veut dire qu'une libération sexuelle prônée par certains hommes n'est pas forcément la libération sexuelle des femmes. Mais là, ça serait un autre débat. Intéressant, ce serait quoi la libération sexuelle prônée par les femmes à l'époque, c'est quoi? Justement, les filles ont dit, les filles des féministes et les filles du MLF en particulier, baiser n'importe comment avec n'importe qui, c'est pas forcément libération sexuelle. Alors, Marie Servetti qui dit « Salut Storti, question très difficile, on dîne quand ?» Ça, c'est une question. Tu régleras ça avec elle. Salut bientôt, Marie. j'espère. Cyril, le pouvoir n'est-il pas toujours au bout du phallus? À quand une femme à la tête de la République? On a failli en avoir aux dernières élections, quand même. Alors ça, c'est une question très, très, très compliquée, parce que moi, je suis pour que les femmes occupent tous les postes, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est une femme, ça va forcément changer le fonctionnement de la République. Une femme, Madame Thatcher était une femme Premier ministre, elle n'a pas du tout changé le fonctionnement de l'Angleterre. Enfin, elle a changé le fonctionnement de l'Angleterre, mais peut-être pas dans le sens qu'on souhaitait. Donc... l'idée, c'est surtout, est-ce que le pouvoir n'est pas toujours au bout du phallus? C'était là, d'ailleurs, où on s'est un peu accroché. Il n'est pas encore au bout du phallus. Oui, bien sûr. Tu vois bien sûr, il est toujours. Enfin, il l'est encore, mais il l'est moins qu'avant. D'accord. Il est moins qu'avant. Ça marche. Dominique, Le Pen n'est pas une femme, Hélène, carrément. Dominique, que pensez-vous de la dimension mondiale de 68? On l'a évoqué, Dominique. Le regard franco-français fait ignorer les massacres des étudiants au Mexique, par exemple, mais il y a eu les USA, le Japon, plusieurs États d'Europe, un des premiers soubresauts de la mondialisation, sans Internet pourtant. C'est vrai, ça commence à se diffuser, tout ça. C'est diffusé par l'écrit. Par l'écrit, mais l'écrit papier, quoi. L'écrit, c'est des tracts, c'est des journaux. Il faut, par exemple, aussi bien en France qu'en Italie, qu'en Allemagne, etc., mais moi en France, parce que c'est quelque chose que je connais très bien, regardez le nombre de journaux, de revues qui s'est développé. En 68, il y avait Action, qui a été une création de 68, qui s'est arrêtée d'ailleurs à la mi-juin, je crois. Mais après... même nous en philo, on a créé en juillet 68 une petite revue qui n'a eu que 2 numéros qui s'appelait La Chouette de mai. C'est pas aux philosophes que je dirais La Chouette de Minerve. Là, c'était La Chouette de mai.
Et après, il y a eu plein de journaux. Regardez, le mouvement des femmes a créé énormément de petites revues, de journaux, de magazines. Une grande fécondité intellectuelle. Moi, j'ai cofondé en 1976 un journal qui s'appelait Histoire d'elle, avec d'autres, pour justement donner naissance à une presse féministe. Et si vous regardez en Italie, je connais une situation que je connais très bien, que j'avais beaucoup suivie quand j'étais journaliste, il y a énormément de journaux. Donc c'était des petits journaux sans moyens, si vous voulez. Mais quand on a créé Libé, quand Libé ça a été créé en 1973, c'était pareil, c'était pour donner une nouvelle presse. Alors, on a Linda, ne pas mettre au pouvoir des hommes ou femmes de pouvoir, Dixit Vincent, merci de me citer, c'est bien. J'ai envie de finir par une question simple. De quoi mai 68 est-il le nom? Qu'est-ce que c'est toi qui m'as... Enfin, on a décidé ensemble de ce thème, donc comment on pourrait résumer et dire qu'est-ce que ça... Comment nommer ce qui s'est passé en 68? Eh bien justement, moi je ne peux pas répondre. C'est pour ça que j'ai été d'accord avec le titre. Je ne peux pas nommer mai 68. Parce que... à l'époque, je l'aurais nommé Révolution, et Révolution qui a échoué, puisqu'elle n'a pas débouché sur autre chose. Bon, voilà. Mais je ne peux pas nommer mai 68 parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Mais je dirais que c'est un enchantement. S'il fallait donner un seul nom de ma mémoire, c'est un enchantement. Et j'assume tout à fait la nostalgie que je peux avoir de cet enchantement-là. Mais je ne peux pas le nommer. Moi, je nommerais ça une explosion philosophique de masse. Pour moi, mai 68 nous apprend quelque chose que la philosophie est capable, quand elle est pratiquée par des gens dans un esprit de dialogue, de fraternité, de réinvention du monde, que la philosophie est capable d'efficace, concret, sociopolitique. Et j'ai l'impression que là, on a eu une preuve que la philosophie, même quand on n'avait pas lu de livre de philosophie, même quand on était ouvrier, eh bien, elle pouvait innerver le corps social, et j'ai l'impression qu'on avait affaire à une révolution d'abord philosophique avant même d'être politique, même s'il y a eu des grèves. Le pouvoir était vacant, il n'a pas été... Exactement. Le pouvoir était vacant, il n'a pas été pris parce que l'enjeu, c'était justement une philosophie dans la rue. Et pour moi, le penseur de ça, c'est Henri Lefebvre, que j'ai découvert en travaillant sur mai 68, qui a eu les enragés, puisqu'il a ouvert le département de sociologie à Nanterre, et qui explique de façon programmatique tout ce qui va se passer en mai 68 en 1965, dans un livre qui s'appelle Métaphilosophie. Donc c'est ce que je développe dans mon livre. Je montre que justement ce qui s'est joué, c'est un efficace de la philosophie. Et d'ailleurs, tous les grands philosophes ultérieurs du XXe siècle en France, les Deleuze, les Baudrillard, les Foucault, Guattari disent leur dette de mai 68. On les présente comme des fers de lance de mai 68. En fait, ils disent notre pensée a été transformée, elle a pris un tournant radical parce que inspirée par mai 68. Mai 68, pour moi, est une philosophie collective qui n'a pas encore tellement dit son nom, qui est anonyme pour le coup, il n'y a pas de nom, il y a plusieurs signataires, mais quand on lit tout ça, on s'aperçoit que la philosophie a eu lieu comme un événement social. C'est un peu la thèse que je défends dans mon livre. Mais je vais le lire alors. Bah oui, je vais te l'offrir là. Mes amis, c'était un vrai régal. Les questions continuent. Je pense que tu pourras répondre. Tu auras le lien. On va arrêter dans une minute ou deux. Le mois des utopies, mai 68, dit Luna, point d'interrogation. Le penser ensemble. Christophe, un réveil des consciences, même si tout n'a pas été une réussite et une suite. Et Linda, joli mois de mai qui vient, clashons. Voilà, c'était vraiment bon, Martine, de t'avoir. On a fait un premier live. Merci beaucoup. C'était une première expérimentatrice des lives, puisque dans les balbutiements, vous savez que j'en ai fait 45 quand ça commençait les vidéos Facebook Live, Martine était une de mes premières invitées. Tu te rappelles? Oui, il y a 2 ans. Pour mon dernier livre, Sortir du magnifique. Magnifique. Et là, je vous recommande donc édition Le Bord de l'eau, Martine Storti, 32 jours de mai. Vous allez apprendre des choses sur Nietzsche, sur Lou Andrea, sur le mois de mai, vu de l'intérieur, et puis une vraie histoire d'amour aussi. Hein. C'est romanesque et c'est beau, c'est biographique, l'histoire d'amour. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord, il fallait que je te la pose. Merci les amis, c'était très chaleureux. Merci pour vos questions. Vous continuez de partager ce live. Merci Martine. On va sur les réseaux sociaux. Tu as un compte Twitter aussi qui est actif, donc abonnez-vous. Et je vais mettre ce live sur YouTube. Donc vous allez aussi sur la page YouTube Vincent Cespedes et vous pouvez partager ce live. Discutons ensemble. La philosophie est vivante et on continue notre aventure des philo live.
j'irai chez Michel Lobreau, qui était un acteur de mai 68, Michel Lobreau, qui était prof à Vincennes, prof de psychologie, qui a écrit en 75 La Révolution sexuelle, qui est un de mes maîtres, et j'irai chez lui Porte des Lilas, et on va philosopher ensemble sur son dernier livre. À 93 ans, il a écrit un dernier livre, il n'y a pas d'âge, sur le psychisme en mouvement, donc c'est le 31 mars, le psychisme en mouvement, à 17h30. Voilà, mes amis, à très bientôt. On reste connectés et on partage et on révolutionne la vie et le monde. Merci Martine. Merci à toi Vincent. À bientôt.